Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et avant que j'oublie, je voulais juste dire un petit happy birthday à notre cher Théodore de Saint-Rémy, qui normalement là, notre deuxième ligne, qui est là dans le pack. Mais là, il n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais je suis très content d'être là avec un certain Amélie Mahé. Comment tu vas, Amélie? Eh ben ça va, Ticket, contente de faire un peu de podcast autour du Six Nations féminin, donc exclusivité féminine quasiment aujourd'hui, donc on est ravis. Ouais, toujours un plaisir de parler de cette équipe de France féminine avec toi. Et ces Six Nations qui, franchement, j'ai passé un bon week-end encore sur le rugby, c'est génial. Mais par contre, déjà, super joli coiffeur, on dit ça en français, je sais pas comment on dit, mais c'est Oui, coiffure, on dit coiffure, hein, coiffure. voilà, Ben, mais ça te va les bien. rugby women le savent, hein, c'est des tresses le dimanche. Et j'avais dit, si on va en phase finale, je fais les rajouts comme j'avais fait au Rwanda il y a 2 ans. Et donc voilà, ma coiffure est déjà prête pour toutes les phases finales qui vont commencer dans 10 jours pour mon équipe. Donc voilà, c'était le petit kiff des vacances. Et les tresses, je pense que ça prend un peu plus de mon gel du matin, hein. Ça fait plus de C'est temps, sûr, hein, quand chouïa. même. La dernière fois, on a parlé en off, en fait, tu avais un petit blessure au niveau de genou. Est-ce que tu vas pouvoir jouer? Je sais pas encore, c'est la grosse incertitude. En tout cas, c'est pas les croisés. J'avais pas réussi le test du tiroir pour ceux qui connaissent. Donc c'était grosse inquiétude pendant 10 jours. Donc l'IRM est plutôt prometteur. Ménisque est croisé, ok, mais une entorse de niveau 2 et c'est pas rien. Donc ça risque d'être juste pour le 8e. On va croiser les doigts pour que les filles passent et que j'ai une opportunité pour le quart. On va voir. On va Je me voir ça. ferme pas les portes. On dit pas que la saison est terminée Tu nous encore. diras d'ici 2 semaines, après le prochain match de l'équipe de France. Moi, je propose qu'on y va tout de suite direct. En fait, ça fait 2 semaines de rugby qu'on va faire assez rapidement. Donc, on y va dans donc semaine 2 en fait de ce Six Nations. Bah, c'est démarré avec un Angleterre en plein feu, on va dire, contre l'Écosse, 84 à 7 était score. Mais en fait, la 7 était assez mignon aussi parce que c'est Rona McGee qui marque son essai à Murrayfield, qui a été très contente de faire ça. Donc ça, c'était vraiment chouette de les voir dans le grand stade, on va dire, en Écosse. Mais grand victoire de l'Angleterre, comme normal. Et après, Irlande, j'étais un peu surpris de voir 57 à 20. Ils avaient plus de facilité avec des Italiennes que nous. Donc voilà, ça apportait, ça allait dire des choses sur notre match la semaine d'après. Pour nous, le match était contre le Pays de Galles, dans le petit stade à côté de Millennium Stadium à Cardiff. C'était un peu chaud à remplir, je trouvais aussi, il y avait manqué un petit peu de personnes. Voilà, on avait quelques nouveaux têtes, Brousseau et Rousset aussi qui démarraient, mais face à une équipe de Galloises assez gaillard. Si vous avez vu quand même la première semaine contre l'Écosse, bah, ils ont rien lâché jusqu'au bout. Voilà, le match démarre et touche Moll qui gagne presque 30 mètres pour les Rouges. Ça va être leur plan de jeu. En fait, ils vont taper des coups de pied et essayer d'aller en touche pour récupérer les touches. Déjà 3 pénalités contre nous en que 4 minutes. Premier ballon d'attaque et ça va assez loin avec Arbez, mais il y a une succession de en avant qui fasse nos chances, un peu comme la semaine dernière, ou on va dire la première semaine contre l'Italie. Vernier va gratter un ballon et ça nous donne une excellente chance, mais touche perdue. Et ça va s'empirer. Carton contre Brousseau, on fait 4 fautes en 12 minutes. Et ensuite, il y a un mode de malade des Rouges. Essaye de pénalité, donc on descend à 13 contre 15 pendant 10 minutes. Mais au moins, ça réveille un peu les troupes. Deuxième ligne, Fall, elle va marquer. Donc, on est un peu plus en sécurité. 7 à 7 pour le premier mi-temps. Calfa, lui, avec un joli passe pour Pauline. Manu Feléou a marqué 7 à 14 pour nous. Barré, elle est pas mal, mais c'est le Grand Crab, le deuxième ligne de Pays de Galles avec un plaquage haut. Le duo Pauline et Léa Murray fonctionne très bien. Léa va marquer l'essai qui suit 19 à 7. Et voilà, la machine française est plutôt bien lancée. Pauline balade, les arrières percent. Murray a failli mettre un autre, mais c'est Pauline qui va aplatir l'essai où il n'y avait personne en défense. 26 à 7. Le plus jeune sort de Fallio, bah, elle va arracher un ballon, elle va faire du bien. Et ça va bien avancer, environ 65 minutes. Mais l'élan des Françaises est un peu perdu. On avance bien, mais c'est pas très concluant. Léa Murray encore dangereuse dans son couloir, mais c'est Anaïs Grondeau qui va avoir son essai validé et son deuxième aussi. Donc ça finit 38 à 7. On peut dire une grosse victoire, mais je reste un peu sur mon faim. J'ai l'impression que c'est un copie-colis de la semaine de la première semaine. Ouais, j'étais très surprise par les fautes de main en fait de nos joueuses. On perd énormément de ballons. On a des espèces de parpaings qui sont envoyés beaucoup trop en arrière. Des filles qui avaient du mal à se trouver. Et de toute façon, depuis le début, hein, chacun des matchs, on se dit à chaque fois,
waouh, si elles font ça contre l'Angleterre, mais on va se prendre une rouste monumentale le 17 mai. Et puis on arrive quand même à scorer. On a des filles qui font le taf. Effectivement, cette petite Grando là, qui fait sa deuxième sélection sur ce match-là, bah, elle score encore. Écoute, faudrait pas qu'elle, enfin, on lui souhaite au contraire qu'elle fasse la même carrière que LBB, scorer autant de fois qu'elle est sélectionnée. Léa Muri, qui fait vraiment vraiment bien le taf. On rappelle Léa Muri, joueuse du Stade Toulousain, ailière, qui avait déjà fait quelques piges en équipe de France et qui n'avait pas été appelée depuis 4-5 ans au moins. Et donc c'était un peu la surprise aussi de la voir revenir. Et elle fait le job. Donc vraiment très très belle entrée en matière. La semaine d'avant, on a perdu Johanna Grezez. Elle l'a annoncé sur les réseaux entre-temps. Ce sont elles les croisées pour le coup. Donc on sait que gros coup d'arrêt et l'année 2026 en tout cas est terminée pour elle. Et c'était Annie Felleou qui a été appelée à la rescousse. Alors, pour ceux qui nous suivent, on a beaucoup parlé d'elle, notamment pendant la Coupe du Monde. Elle joue devant, sauf que cette année, elle joue centre dans son club. Donc, on l'a appelée à la rescousse pour remplir la ligne des arrières. Et effectivement, elle se montre très, très, très puissante. On a un peu l'impression d'un Bastaro féminin qui vient de débarquer dans la ligne des deux centres. Et effectivement, voilà, sa puissance, elle dégomme les lignes, elle est vraiment très, très chiante à plaquer. Donc voilà, on va rester sur une note positive, mais en tout cas, effectivement, cette impression un peu de revival de la semaine d'avant ou encore trop d'imprécision. Alors, on peut l'entendre sur le premier match, c'est une grosse nouvelle équipe, beaucoup de nouvelles têtes, des filles qui ont besoin de se trouver, mais après, ce sont aussi quand même des filles qui jouent très souvent ensemble, soit dans les clubs, soit parce qu'elles se rencontrent, donc il n'y a pas une si grosse inconnue que ça. Et puis, ça a encore eu du mal à se mettre en place. Alors forcément, quand tu vois la rouste mise par les Irlandaises en Italie, qui avaient déjà un peu, alors certes, elles avaient perdu contre les Anglaises la semaine d'avant, mais c'était pas si ridicule que ça, le score. Il y avait une petite quinzaine de points d'écart contre les championnes du monde en titre. En vrai, je trouve que c'est plutôt honorable. Et là, avoir mis près de 60 points à des Italiennes, les Irlandaises, on le sait, entre le 7 et le 15, c'est une équipe qui monte très fort. Et ça a laissé présager effectivement un week-end un peu compliqué pour la 3e journée. Voilà, on va passer aux 3e journée. Angleterre contre Pays de Galles, pas trop difficile, mais quand même, c'était 28-12 à la mi-temps. Donc ça veut dire que Pays de Galles, ils ont montré qu'ils peuvent scorer contre les Red Roses. Donc ça, c'est agréable. Mais c'est quand même 10 essais pour les Anglaises, 2 pour Molly Packer, qui est joueuse de match, mais 2 aussi pour la capitaine, le centre Meg Jones. Franchement, elle fait un tournoi de dingue et elle a fait 2 essais, mais aussi elle a fait 2 super passes sautées. Elle est partout dans les matchs. Vraiment, chapeau à elle. Je pense que elle fait dans les top 10 de tous les stats qu'on voit sur le site web de Six Nations avec les stats. Et je pense qu'elle va vraiment être la capitaine des nouveaux Lions britanniques qui vont sortir l'année prochaine, il me semble. Donc voilà, elle est super forte. Mais c'est intéressant de savoir que quand même 24 points contre l'Angleterre, donc c'est intéressant à savoir. Sinon, Italie 41-14 contre les Écossaises. Donc superbe bonne nouvelle pour elle parce que ça fait un tout petit moment qu'ils n'ont pas gagné chez eux. On va dire, l'Italie, c'était toute l'Italie au début de match, doublé par l'avant Zanetta et doublé par l'arrière Dunca, 29-0 à la mi-temps. Après, bon, ils ont donné quelques cartons jaunes gentils, les Italiennes, pour donner un peu d'espace pour les Écossaises. 41-14 sans trop de contest pour les Italiens. Donc, qui sont là, on va dire, tranquillement dans le 3e voire 4e place, on va dire plutôt 4e, mais bon, il y a un petit chemin toujours à faire pour les Italiennes, mais j'étais content de l'avoir gagné. Donc ça nous fait basculer vers un autre match à nous et il faut dire, j'avais écouté un podcast de BBC et j'ai appris que les Irlandaises étaient un peu fâchées contre nous quand même, ils ne nous aiment pas, suite à notre dernière victoire contre eux dans le Coupe du Monde, dans le quart de finale où il y avait quand même un de nos joueuses qui ont mordu un des leurs, quand même on finit sur un en avant, bon bref apparemment ils n'étaient pas très contents et aussi ils ont même parlé d'un match de 2012, je me souviens pas, en fait ils avaient des difficultés pour arriver en France et ils voulaient repousser le démarrage parce qu'ils n'avaient pas dormi la nuit, etc. Et la France a dit non. Bon, ils avaient plein de raisons d'être remontés, les Irlandaises, dans ce match.
Et ça se voyait tout de suite. On va dire, c'est le match est du jeu très joli Marseillaise. Ça sent vraiment la fête à Clermont. Le match commence un peu mal pour nous. Bah, comme on a dit, les Irlandais étaient remontés et ils nous mettent la pression avec un carton jaune à 2 minutes contre nous. Fall et la capitaine Fallio sont vraiment en place pour les plaquages. Ils sont là pour plaquer ce soir. Waffer, l'Irlandaise, elle va gratter. Ambre, elle chambre. Les Verts sont sur nos 5 mètres, mais notre défense va répondre présent pour le moment. Arbez avec un plaquage exemplaire, mais on n'empêche pas les avants verts. Les deux équipes jouent très bien et le niveau d'énergie est dingue. Kalfaoui encore avec des jolies passes après contact et les avants font le taf. Ambre est récompensée avec son premier essai, bravo à elle. Et elle est partout dans ce match. Irlande avance bien et le jeune Grando avec un beau geste pour empêcher l'essai, mais on ne peut pas les empêcher pour longtemps, elles sont encore dans l'embut, mais c'est held up, dit l'arbitre. Les Irish sont bons. Waffer, le 8, avec son casque rouge, est très solide en défense et elle perce pas mal aussi. Et Wall, la deuxième ligne, est très présente aussi. Chez nous, c'est vraiment Fall qui est exceptionnel dans ce match. Dernier ballon de mi-temps est pour l'Irlande, mais on échappe sans prendre des points. 7-7, match très égal, très intense, mais quand même, on est un peu chanceux. Ouais, alors à la mi-temps, c'est 7-7. Je pense pas que les Françaises pensaient avoir ce score d'égalité, en tout cas espérer avoir un peu d'avance. Et j'ai envie de dire, c'était même chaud pour nous de pas être mené au score à la mi-temps, hein, parce que coup de sifflet, on est juste devant notre but. Les Irlandais sont arrivés mortes de faim. Tu l'as dit, il y a le côté revanchard sur la morsure qu'il y avait eu sur Waffer justement, qui elle, tu sens qu'elle a envie d'en découdre hein, sur ce match-là. Elle a été monstrueuse et je suis sûre que la morsure de Berthoumieux il y a 6 mois en est là-dedans. Il y a ce quart de finale. Voilà, il y a beaucoup trop de choses autour de ce match de 6 nations, bien avant ce match de 6 nations, qui expliquent toute l'envie des Irlandaises qui sont incroyables sur ce début de match. Elles sont ultra puissantes, elles sont ultra rapides. J'ai trouvé l'ailière gauche qui était à chaque fois dans les débordements et elle a fait très très mal. À chaque fois, on a failli se faire prendre par des essais sur cette aile-là. Et puis voilà, ces fautes techniques qu'on a déjà évoquées sur les 2 premières, tu peux pas te permettre de prendre un carton au bout de 2 minutes. Ça aurait pu être plus dramatique que ça en termes de score avec l'envie qu'elles y ont mise. Alors ça a eu le mérite de réveiller le reste de l'équipe et on a eu des filles qui déjà qui étaient monstrueuses, nous de notre côté. Ambre, notre talon, le public est déjà énorme aussi. Hein. Le public de Clermont, on avait dit que à Pays de Galles, elles étaient et quasiment personne dans les tribunes. Là, le stade, il est plein, ça pousse, et puis surtout, ça pousse derrière des Clermontoises qui sont aussi sur le terrain. Donc, on croise les doigts pour une deuxième mi-temps à l'image des Françaises. On sait qu'elles sont capables de scorer beaucoup plus en deuxième mi-temps et de tuer un match. Mais là, cette première mi-temps, je le redis encore, on fait ça le 17 mai contre l'Angleterre. On gagnera encore pas le Six Nations cette année. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait quelqu'un irlandaise qui a joué à Clermont aussi. Allez, deuxième mi-temps, toujours notre défense est présent, mais on redonne des ballons trop faciles en attaque. Les Irish sont un peu limite dans les rucks, je trouve, depuis un certain temps. Ils traînent un peu. Ambre a presque mis sa deuxième essai en force, mais c'est Arbez qui va le marquer avec ses appuis. 14-7 pour nous, et ça fait du bien. On a un super séance d'attaque, on avance 80 mètres, le coup de pied pour Grando ne marche pas. Les Irish continue à faire des fautes pour moi dans les rucks, mais bon, Feliu fait du dégât, mais Flood est là en défense aussi. Et on a failli marquer sur ce coup-là. Escarado est toute seule et Grando va concrétiser. Jolie attaque. C'est son 4e essai en 3 matchs dans ces 6 nations. Bravo à elle. D'ailleurs, super passé par Feliu de mémoire. 19-7. Allez, encore 12 minutes, mais aussi on a besoin d'un essai de bonus et on va l'avoir. Feliu et Champon ensemble. Chez Champon qui va la marquer, il me semble. Ça va finir avec le score de 26-7 et ça, franchement, c'était un super match de rugby. Ouais, alors il y a une stat qui est passée à la télé pendant le match qui expliquait que en moyenne ces 5 dernières années, la France avait gagné avec un écart de 31 points. Bon bah alors on a pris beaucoup moins d'écart que les autres. Alors ça montre aussi que l'Irlande progresse, que nous on est en train de se reconstruire et puis c'est pas plus mal aussi d'avoir des 6 nations
avec des matchs beaucoup plus serrés quand tu as voilà un enjeu qui va être autre pendant 80 minutes. Alors tu as des matchs avec des scores fleuves et ça on le sait, hein. Mais ça montre aussi que le niveau se régule peu à peu, aussi chez les filles. C'est aussi long que ça a pu l'être chez les garçons, notamment avec l'Italie. On a déjà beaucoup débriefé là-dessus. Mais voilà, ça montre aussi que l'Irlande est en train de resserrer l'écart qu'elle peut avoir avec les autres grosses nations. Ouais, cette deuxième mi-temps, à partir du moment où on arrive à remettre cet essai et on va creuser petit à petit. Grando euh, qui met son quatrième essai. Alors c'était un match moins abouti, je trouve, que les deux autres, mais elle souffre quand même un essai hein, en foutant ses mains, je sais pas comment, sous le ballon dans l'embut de l'Irlandaise. Il y a cette très 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 belle passe, je suis d'accord avec toi, hein, de Tani Feleou. Elle te fait une sautée, voire une double sautée, et Grando est en bout de ligne et l'attrape merveilleusement bien. Donc voilà, il y a deux très belles actions. On s'est pris des cartouches quand même, hein. Je note la puissance des Irlandaises. On a eu quelques reculoirs. À un moment donné, il y a Lena Kiarwa, je pense que ça faisait peut-être 30 secondes qu'elle était là. Elle s'est Oui. pris une passe et une Irlandaise dans la tronche en même temps. Très très beau pack d'avant chez les Irlandaises. Donc voilà, prometteur. On score peut-être moins que ce qu'on aurait pensé. Je dis pas dû, mais ce qu'on aurait pensé marquer. Il va rester très peu de marge de manœuvre pour se mettre en confiance. Il reste un match contre l'Écosse pour tenter de finaliser les dernières petites choses qu'il y a à régler. Parce que cette finale, bah, pour l'instant, je suis pas très confiante. Ce qu'on on peut dire une chose, c'est que ce qu'on a cherché à la fin de la Coupe du Monde, c'était une équipe. Tu vois, une équipe soudée qui était là pour les uns pour les autres, qui jouait avec le plaisir, qui jouait avec la banane. Et là, ça se voit, tu vois. Et quand Ambre a marqué son premier essai, tout le monde est là pour le. Et elle, d'ailleurs, mais quel match qu'elle avait. C'était un truc de ouf. Elle a Ouais. joué 66 minutes, joueuse de match. Et j'adore, hein, je redis, mais j'adore ça. En rugby, c'est pas celle qui marque le plus d'essais, mais c'est celle qui donne le plus du sang et sueur sur le terrain qui gagne cette récompense. Et c'est top que ça soit un pilier. Et c'est la deuxième fois dans cette assignation, Ouais, c'est une c'était pilier Assia française. Kalfaoui. Ouais, sur le premier match, c'était Assia Kalfaoui. C'est ce que j'allais te dire. On a une première ligne qui est complètement dingue parce que les meufs, elles te jouent plus de 60 minutes. Elles sont toutes sorties très très tard. Quand généralement, à la mi-temps, les équipes en face, elles ont déjà changé les numéros 1, 2 et 3. Assia Kalfaoui, elle a été encore monstrueuse aujourd'hui. Ambre, elle a fait le taf, elle est joueuse du match et c'est amplement mérité. J'adore cette joueuse. Je trouve, je sais plus à quel moment j'avais évoqué ce côté un peu girly que les Ouais, rugbywomen j'adore. a. Et c'est exactement ce que défend Ambre aussi. C'est-à-dire que elle, t'as pas du tout envie d'être en face d'elle sur un terrain parce qu'elle est monstrueuse de puissance et d'envie. Et je trouve son côté très femme, très féminine, totalement assumée. Enfin voilà, elle est d'un glamour sur le terrain autant qu'elle est effrayante. Et je tenais à le souligner. Et donc notre nouvelle talon, Lazardo, je voudrais pas dire écorcher son nom, qui nous vient de Clermont, qui bah, arrive aussi à un moment où il y a eu du coup gros changement à ce poste. Agathe Socha n'a pas été appelée, plutôt en fin de carrière. Manon Bigot a pris sa retraite après la Coupe du Monde. Donc ça laisse aussi l'opportunité à des joueuses qui n'avaient peut-être pas du temps de jeu, ben, non seulement de prendre une place qui est désormais disponible, mais en plus de montrer qu'elle avait les épaules pour ça. Donc ouais, notre première ligne, elle est vraiment incroyable. Et Alors sur le c'est match d'avant, on l'a pas dit, mais on a perdu Gabriel Vernier, hein, qui s'est blessé à l'épaule. Donc on a perdu nos deux centres en deux matchs et on a une petite des moins de 21, Aïlig Trégoué, alors qui a un nom très breton, hein. Je suis persuadée que maman ou papa est breton, hein. C'est pas possible autrement avec un prénom et un nom de famille, mais en tout cas un pur produit du Sud-Ouest qui a été appelé en renfort qu'on n'a pas vu sur ce match-là. Mais si vous suivez la FFR sur les réseaux, il y a impossible de pas avoir vu ces essais de cette petite qui a été formée à Nérac et à Agen et qui a déjà scoré énormément en U21 sur le Six Nations des petites. On espère la voir aussi, voir ce qu'elle peut valoir dans les grandes, mais voilà, on a aussi cette volonté du staff de faire entrer des nouvelles têtes. Elle a 18 ans,
et joueuse à suivre. Bah, écoute, oui, je voulais juste dire aussi, Mathilde Larzarco, elle est dingue. En fait, elle est la plus de plaquage dans le Six Nations pour l'instant, avec 55. Tu divises par 3, ça fait presque 20 par match quand Ouais, même, hein. Donc, bon, et en plus, on l'appelle jamais son nom. Donc, et j'ai pas l'impression, je sais pas, peut-être elle est, je sais pas ce qui se passe, mais elle est comme un ghost, tu vois. Elle est là, elle plaque tout le ouais, monde, mais je le vois pas. Et c'est c'est bizarre. vrai. Et qu'on l'appelle jamais son. Qui je vois? Bah, c'est Fall, hein, en fait, dans ce match-là. Et elle était mais monstrueuse. Donc, bon, comme tu dis, là, on a vraiment un groupe un pack très solide. D'ailleurs, Escarado, qu'elle est rentrée sur du bon là en deuxième mi-temps, a été très décisive aussi. Donc, tu parlais rapidement du coaching et des coachs, et je suis content parce que bon, ça fait 3 semaines, ça fait des débuts de match poussifs, ok, on le comprend, mais en fait, ça fait des fins de match joyeux aussi. Donc, peut-être, bon, on va continuer dans cette bonne sens, mais là, on va surtout dans la bonne direction. Et oui, je te redis pour la sœur Faléo qui vient d'arriver. Ouais, un Bastero féminin, c'est génial et Ah ça fait ouais, du mais bien. encore plus sur ce match-là. On est sur une fin de match où, à un moment donné, je crois qu'elles finissent à 4 ou 5 sur elle parce que elle rafute, elle pousse, elle met des culs et elles sont obligées d'être à 2 ou 3 pour vraiment la faire chuter. Elle en mètre parcouru ballon en main, très impressionnante et ouais, on a tous été surpris de la voir au poste de centre alors qu'elle jouait, plutôt 8, hein, pendant la coupe du monde et là, incroyable. Ce genre de reconversion, moi, au rugby féminin, j'adore. Ouais, bah, c'est top. Je vous invite d'aller, nos chers écouteurs, d'aller sur sixnationsrugby.com, d'aller chercher tous les stats et vous allez voir, surtout en défense, c'est des Françaises qui sont vraiment super présentes en défense avec les plus de dominant tackles et tout ça. C'est même des passes après contact, etc., des contacts, des mètres gagnés après. J'adore des stats comme ça me fait penser de NFL. Et finalement, on arrive dans le rugby, donc je trouve ça super. On va voir que la France est vraiment très bien placée, même si nous, peut-être, dans ces 3 premiers matchs, on s'est dit, bah, tiens, il y a un peu de chemin à faire, mais on va dans la bonne direction. Écoute, on va parler de semaine 4 et 5 rapidement. Donc, semaine 4, c'est dans 2 semaines. Ouais, là, ce Donc week-end, là, les filles sont au repos, ouais. voilà. Donc, on a Italie contre l'Angleterre en Italie. Bon, je pense que ça va être l'Angleterre. Est-ce que c'est 10 Ouais, essais? ouais, ouais. Ouais, ouais, au moins, ça va être très, très compliqué pour les Italiennes. Elles vont passer un après-midi un peu compliqué, ouais. C'est l'Écosse. Nous, on va à l'Écosse, à Hive Stadium, contre les Écossaises. Donc, oui, qu'ils ont montré quelque chose, mais quand même, on va dire, Mm. c'est l'équipe numéro 5 ou 6, on va dire. C'est Ouais, 5, voilà, numéro c'est 5. ça. Donc, Ouais. ça Donc, devrait être une victoire de la France, mais là, il faudrait vraiment dérouler sur ce match-là pour bien caler les dernières choses et arriver avec le plein de confiance contre les Anglaises, hein. ouais, j'aimerais bien un 24-0 au premier mi-temps quand même. Irlande, Pays de Galles. Chez Irlande, je pense que ça devrait être. Bon, ils vont être un peu fâchés d'avoir perdu celle-là contre nous. Et les Ouais. pauvres Galloises, c'est pas vraiment le plein de forme, on va dire, en ce moment. Les dernières semaines, ça va être Pays de Galles contre Italie, peut-être Italie. Irlande contre l'Écosse. Je pense que ça va être un beau match, ça, quand même. Ouais. Et après, il y aura Angleterre. On va recevoir Angleterre à Bordeaux. Donc, ça Ouais, va faire du bien. gros stade de Bordeaux au stade Atlantique. Il doit certainement rester quelques places, mais c'est parti très très vite. Donc on espère un stade plein. En tout cas, la FFR a choisi un stade à la hauteur de l'événement pour avoir fait déjà un match à Bordeaux, mais dans le match, dans le stade de l'UBB, c'était pas la folie. Il pleuvait et voilà. Donc voilà, on espère beaucoup beaucoup de monde. Là, les supporters français vont être un élément indispensable à cette victoire. On l'espère tous enfin. En continuant sur le thème de rugby féminin, on va avec le AXA Elite 1. En fait, il n'y a pas de match en ce moment et ça va reprendre en mai, mais je te laisse peut-être expliquer le tableau. D'habitude, on a toujours eu ça en fait chez les équipes féminines. On essaye de faire une pause pendant le Six Nations parce que les problématiques elles sont pas les mêmes que chez les garçons. Chez les garçons, t'as les espoirs, t'as un énorme contingent, t'as les moyens. Chez les filles, on n'a pas ça en fait. Il y a trop d'écart entre l'équipe d'élite 1 et l'équipe réserve. Tu peux pas te permettre de jouer en fait qu'avec des joueuses de réserve.
pour les clubs qui ont été un peu dépouillés par l'équipe de France. Donc effectivement, le dernier match a eu lieu le week-end du 11-12 avril et ça ne reprendra que le week-end du 24-25 mai. Donc on a une grosse pause justement pour le Six Nations. Alors sur les dernières rencontres, hein, on a nos 4 clubs habituels hein, qui sont déjà bien détachés. Dans les matchs qu'il fallait suivre, tu avais Bordeaux-Montpellier Montpellier qui a la 5e place mais qui a perdu contre Bordeaux. Donc Romagnac a laissé très peu d'espoir à Grenoble avec un 25-0 sec et Blagnac a pas su rebondir sur sa victoire d'1 point sur Bordeaux et qui malheureusement a perdu le derby de la Garonne en perdant 0-13 contre le Stade chez elle. Alors en soi ça n'a pas eu trop d'impact sur le classement hein, parce que nos 4 premiers, je le rappelle, pour l'élite 1 seront les 4 demi-finalistes. Il n'y a que les 4 premiers qui sont qualifiés et il y a déjà un très gros écart entre le 4 et le 5, donc on ne devrait pas avoir trop de changements malgré 3 journées. Donc c'est Romagna qui domine hein, le classement d'un tout petit point sur le Stade toulousain. Bordeaux ferme le podium avec un gros écart. On a 12 points. On est entre Stade Toulousain et Stade Bordelais, donc ça devrait pas trop changer. Et il y a un autre cap encore passé avec Blagnac qui pointe à la 4e place, mais avec 11 points de retard sur Bordeaux. Ça devrait être sans surprise nos 4 demi-finalistes parce que Bobigny et Montpellier qui sont 5e ex-aequo ont 15 points de retard sur Blagnac. Donc à moins que Blagnac perde ses 3 derniers matchs, qui paraît quand même très peu probable, nos demi-finalistes sont connus. Reste à savoir qui va jouer contre qui, puisque le premier jouera contre le 4e et le deuxième contre le 3e. J'aime bien le mot, là, tu dis le derby de la Garonne. Le derby de la Garonne. C'est En pas fait, mal. on peut pas dire toulousain parce que Blagnac, c'est pas Toulouse. Et il y a vraiment, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui sont de la région, c'est le périph' en fait. Hein, c'est vraiment le périph' qui sépare Blagnac de Toulouse. Et en plus, si vraiment vous êtes du coin, vous savez que de ce périph', quand vous quittez Blagnac, vous tombez directement sur le stade Ernest Vallon parce qu'on ne voit que lui sur le périph' ouest toulousain. Donc ouais, on appelle ça le derby de la Garonne. C'est un peu plus joli. Ouais, ça fait un peu de géographie aussi, c'est bien. Exactement. Allez, en parlant rapidement de EPCR, en fait, la semaine prochaine, on a les demi-finales pour le Challenge Cup. Bah, c'est Ulster contre Exeter, des choses très difficiles à dire. Et la seule équipe française qui reste, c'est Montpellier qui va être contre les Dragons. Par contre, c'est Leinster contre Toulon et UBB contre Bath Rugby. Donc ça va être super sympa. Ouais, ça va être 2 belles affiches. On aime bien, nous, quand on a des Français qui ne s'affrontent pas en demi-finale pour espérer en avoir un en finale. Bon, je suis pas très confiante hein, pour Toulon. Hein. Je les vois difficilement passer contre le Leinster, surtout chez eux. L'UBB, on va pouvoir mettre une pièce dessus quand même. Hein. Ils font quand même une très belle saison en Coupe d'Europe et puis voilà, ils ont démontré désormais qu'ils peuvent être des tauliers sur le championnat européen. C'est marrant, on va parler un peu de top 14, mais la semaine dernière, c'était un peu l'opposé, où Toulon a battu Bayonne 52-26, mais par contre, Bordeaux a perdu contre Montpellier 23-21. Donc, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais un peu le coaching, etc. Est-ce qu'ils essaient de garder certains joueurs mais bon, tu peux parler peut-être un peu de ton Stade français qui a malheureusement perdu contre Racing, mais quand même, parce que j'étais en train de regarder ce match contre Pau, et dis donc, ils étaient costauds des Montagnards, là. Gaëtan, magnifique, l'Argentin, le talonneur argentin Montoya aussi, top forme. Donc j'étais surpris de voir le 34-32. Ouais, on est bon, pour le derby francilien, d'accord hein, je fais un petit rappel aussi si tu veux qu'on fasse de la géographie. Il n'y a pas de derby parisien. Alors, Racing 92, c'est la banlieue, c'est pas Paris. C'est le derby de Et la ça, j'y Seine, tiens. tiens. Oh, voilà. C'est ouais, si tu veux, ouais. Mais en tout cas, ouais, on dit plutôt derby francilien. Ouais, je t'ai dégoûté. Alors, je serais pas étonnée si mon petit Théo ait soudoyé quelques joueurs parce que c'était son anniversaire et comme par hasard,
Le Racing a mis une belle branlée à Paris le week-end d'avant. Je soupçonne Théo de ne pas être étranger à ce résultat. Mais heureusement, mes chers Parisiens ont su rebondir. Et à la dernière minute, hein, la victoire 34-32 arrachée sur le fil. Forcément ici, depuis dimanche soir, je te cache pas que c'est la grosse déconvenue et le gros sujet de conversation de qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Toulousains dimanche soir au Stadium pour perdre ce match. Incroyable, parce que j'ai vu, on va dire, la trois quarts de ce match, et pour moi, 21-0 tout de suite au début, en 12 minutes ou un truc comme ça, ouais, pas de problème. Ouais, En c'est ça. plus, quand tu regardes, ils avaient qui sur le banc? Ils avaient Dupont, Thibaut Flamand, ils avaient mais des joueurs de ouf, mais d'un coup, bah, ils reviennent clairement pour gagner ce match. En fait, j'avais arrêté le match parce que je pensais, bah, c'était plié, et donc j'ai fait cette erreur-là, tu vois. Bon, aussi, bah, Racing qui est en forme, ils ont mis presque 60 points contre Montauban, et ils accrochent vraiment dans les top 6. Là, je te laisse peut-être présenter rapidement le classement. Ouais, alors pareil, hein, on rappelle, il y a les 6 premiers qui sont qualifiés, 1 et 2 qualifiés d'office, 3 à 6 qui joueront des barrages et puis les meilleurs classés à chaque fois recevront en plus. Donc il faut toujours être dans dans les 6 premiers. Mais Toulouse domine encore, hein, et puis domine bien, ils ont 12 points d'avance sur Pau qui les suivent. Hein. Pau fait cette saison incroyable. C'est Montpellier. Alors après, c'est vraiment dans un mouchoir de poche hein, entre le deuxième et le sixième. On va même pouvoir descendre un peu plus parce que Bordeaux, qui est à la 6e place, c'est pas très très serein. Mais pour l'instant, ça fait Toulouse-Pau qui serait qualifié d'office si le championnat s'arrêtait maintenant. Montpellier, Stade Français, Clermont et Bordeaux qui seraient les barragistes. Mais derrière Bordeaux qui a 60 points, on a Racing 92 qui en a 60 aussi. Et puis tu peux tirer un peu hein, parce que Toulon et La Rochelle sont à 55 et 54 points. Et en vrai, il suffit d'un match gagné avec bonus et puis d'un deuxième pas trop mal. C'est pas fait encore. Ouais. C'est pas fait. C'est incroyable de voir Bordeaux qui, peut-être, ils sont dans une demi-finale européenne, mais enfin, ils sont que sixième dans le championnat national, ce qui est assez fou. Ouais, et ce qui m'étonne là-dedans, en fait, c'est Montpellier. C'est pas une équipe que j'ai vu beaucoup jouer cette semaine, je veux dire cette saison. C'est pas une équipe qui vient un peu dans mon esprit, un peu en ce moment. Donc, je suis un peu étonné de les voir troisième. Pau, par contre, c'est une équipe que j'aime bien regarder parce que maintenant qu'ils ont plusieurs joueurs qui jouent sur l'équipe de France, ils ont le grand deuxième ligne avec les cheveux là, qui nous fait rappeler d'un pote à nous, Charlie. Ils ont des stars qui viennent d'ailleurs aussi. Donc, ouais, nos Pau, c'est très agréable à voir jouer parce que c'est très spectaculaire, je trouve, leur façon de marquer. Le semaine après, il y a quand même des matchs super intéressants parce que ça serait semaine 23 sur 26, donc ça approche le fin. Stade Français contre Lyon, Bordeaux-Bègles contre Bayonne et Toulon contre Toulouse, avec un petit Racing La Rochelle. Donc c'est vraiment des jolis moments de rugby qui arrivent. Donc voilà pour cet épisode. Est-ce que tu as d'autres choses? Ouais, alors il y a un joli événement qui s'organise à Toulouse là avec des lycéens en partenariat avec le TFC qui s'appelle la School Cup. Alors c'est du foot, on va faire une petite entorse au ballon ovale, mais voilà, il y a 32 lycées qui ont été choisis pour faire un tournoi. Alors c'était prévu le week-end du 10 mai, mais apparemment il y a le TFC qui joue, c'était pas prévu, donc du coup c'est le branle-bas combat. Donc jeudi 14 mai c'est férié les Toulousains. Si vous ne savez pas quoi faire, emmenez vos enfants au stadium. Il va y avoir plusieurs centaines de lycéens qui vont s'affronter toute la journée dans un joli tournoi de foot. Je trouve l'initiative vraiment très très belle. Là, les lycéens, ils sont à fond. Donc voilà, emmenez vos enfants, emmenez vos copains. Et avec un peu de chance, il fera beau à Toulouse. Ça se promet une très belle fête. Donc la School Cup au Stadium le 14 mai. Tu sais, c'est marrant, tu parles de foot parce que là, ce week-end, mon fiston est allé à l'anniversaire d'un pote, etc. Il y avait plusieurs gars qui étaient là et je disais, qu'est-ce que vous avez fait? Ils disaient, oh tiens, on a regardé le match de foot féminine. Et en même temps, donc je disais, chouette, que c'est dommage que ce soit par le rugby, mais bon, mais que ce soit un sport féminin et c'est un groupe de mecs qui regardent ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc ça montre juste comme ça la croissance de sport féminin et je suis vraiment convaincu par ça. Bah écoute, toujours un grand plaisir. On se parlera peut-être en 2 petites semaines pour la suite de ce Six Nations féminin. Exactement. Et puis, dans 2 semaines, il y aura en plus eu le 8e de finale de mon équipe. Alors, on aura des choses Ah,
positive à dire, je l'espère. Donc ouais, on vous retrouve vite pour vous raconter la suite de ce Six Nations, du top 14, du championnat d'Europe, de l'élite 1 et des tuquettes en Fédéral 1. Est-ce qu'elles iront jusqu'au bout encore cette année? On nous le souhaite en tout cas. Ouais, exactement. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.